Ok. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Yes, c'est bon. Ok, super. Bon, alors, aujourd'hui, du coup, bon, vous l'aurez compris, vous êtes venus ici pour ça. On va faire un atelier sur comment structurer un pôle sales que j'estime être performant parce que, bah, de un, c'est déjà une demande qui a été souvent réitérée bah, de la part de l'ensemble des membres, pardon, et ce sera surtout on va dire, un prémisse, les bases pour d'autres types comment dire, d'ateliers qui seront encore plus pointus. Donc là, c'est pareil. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas encore de pôle sales. Peut-être que vous vendez tout seul, toute seule, et peut-être que certains en auront. Mais en gros, pour ça, je ne vous demande pas d'être des experts en sales ou quoi. L'objectif de l'atelier, c'est plutôt que vous connaissiez les bases. Et ça, en fait, ça va autant vous servir pour votre business perso que pour des deals en equity. Parce que du coup, ça va vous donner justement des points d'attention sur lesquels vous allez pouvoir bah, porter un œil et après réfléchir pour mettre au point une stratégie en plus pour prendre des parts. Donc voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin dans vos business, on pourra prendre un call ensemble. Donc là, petit sommaire. On va partir sur bah, simplement l'introduction, savoir construire son équipe sales, les trois piliers d'un pôle sales performant, les KPI vitaux à piloter et enfin la petite conclusion par rapport à tout ça. Et vraiment, je le redis, le but, c'est vraiment qu'il y ait également un échange à la fin du call pour qu'on puisse bah, donner des exemples concrets. Donc, dans l'introduction, moi, j'ai voulu vous mettre ça, quelques chiffres. Je me suis servi de pas mal de documents, etc., que j'ai pu trouver en faisant des recherches pour cet atelier et qui en fait corroborent mon expérience sur bah, les différents business que j'ai pu accompagner au niveau des membres, etc. Donc aujourd'hui, le vrai problème des équipes sales, c'est qu'on va retrouver 70% et plus de 70% des PME startups qui n'ont pas de structure sales documentée. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure et vous comprendrez l'importance. On a 30% de perte de productivité moyenne par manque de suivi. Et quand je parle de manque de suivi, c'est pas que le manque de suivi des prospects, mais c'est le manque de suivi des sales. Ça, c'est hyper important pour un manager ou un chef d'entreprise d'avoir un vrai suivi. Et en gros, la croissance, ça vient pas du nombre de commerciaux, mais surtout du bon mixte entre les équipes et le process qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça, souvent, je vais vous donner quelques exemples, j'aime bien travailler avec ça. J'ai pu travailler avec, je vais pas les citer, mais des boîtes qui sont dans l'accompagnement. Et souvent, on mettait la faute sur les commerciaux en disant, ouais, mais ça cause pas assez, ils sont pas assez autonomes, ils comprennent pas les offres, etc. Sauf que du coup, quand on mettait le nez dans ces business-là, en fait, il y avait aucune structure, il y avait aucune documentation. Et du coup, ben, un commercial, il n'arrive pas forcément à comprendre vraiment l'offre, les prospects et comment est-ce qu'on veut vendre. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut que ce soit structuré, processisé et documenté. Donc, premier point. Du coup, deuxième point, et là on commence à rentrer dans quelque chose qui est intéressant, c'est savoir construire son équipe sales. Moi, je pars d'un principe, surtout pour les business qui sont un peu plus complexes, c'est qu'il faut construire en gros son équipe autour de son offre et ou pardon, de son persona. Je donne quelques exemples, après il y en a plein d'autres. Par exemple, on va avoir un type d'offre type immobilier, finance, B2B, business, make money, etc. Là-dessus, on a besoin de profils sales qui soient adaptés, des profils analytiques, logiques, qui sont également dans le business et dans cette logique-là. On a trop souvent maintenant tendance à recruter simplement ce qu'on appelle des closers dans le milieu digital, sauf que les closers, c'est assez généraliste, c'est 360. Et nous, on a besoin de profils qui sont adaptés, qui ont une certaine expérience, etc. Donc c'est pour ça que dans un recrutement, on vient vraiment maximiser également ces profils-là. Par contre, à contrario, sur bah, des offres qui sont plus dans le coaching, dans le bien-être, dans la transformation, là-dessus, on a besoin, quand on vient recruter, de chercher des profils qui sont un peu plus, disons, bah, empathiques, émotionnels, qui sont un peu dans le storytelling, dans vraiment cet objectif de transformation. Donc là, le but, c'est vraiment que vous compreniez que quand on vient créer une équipe, quand on a besoin de créer une équipe, on vient chercher des profils avant de chercher juste des compétences de vente. Parce qu'on peut être le meilleur vendeur dans le domaine je sais pas, de l'industrie ou des services financiers.
Par contre, bah, sur une offre de transformation et bien-être, peut-être qu'on n'y arrivera pas du tout parce qu'on n'est pas là-dedans. Dans une offre pareil pour devenir entrepreneur, entrepreneuse ou voilà, avoir tout ce qui est coaching, il faut aussi avoir des personnes qui sont dans ce milieu-là. Voilà. Deuxième point, et ça c'est important, c'est surtout adapter la source des leads par rapport au profil qu'on vient chercher. Donc là, je m'explique, je vous ai donné un peu trois points. Ça reste généraliste, mais ça vous donne une bonne idée. La situation, c'est par exemple un volume de leads enfin, qui est élevé, mais où il y a peu de shows. De shows, donc c'est les personnes qui se présentent en appel, etc. Donc il y a peu de personnes qui se présentent en appel. Donc le besoin, forcément, c'est d'augmenter le taux de présence. Et là-dessus, nous, ce qu'on vient rechercher dans le domaine du sales, c'est plutôt un profil de setter ou de setteuse qui vient du coup chauffer, etc. Mais ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. On a d'autres situations, on a peu de leads, mais ils sont très qualifiés. Et là-dessus, on a besoin d'augmenter le taux de conversion. Là-dessus, on vient plutôt chercher un closer, donc un sales qui est plus adapté, qui a peut-être plus d'expérience dans le milieu dans lequel on vient vendre. Et après, si on a un mix équilibré entre ces deux points-là, là-dessus, on vient augmenter du coup, enfin, le besoin, c'est d'augmenter le nombre de leads qualifiés plus la conversion. Donc là-dessus, on doit avoir une équipe de setter-closer. Et rien qu'avec ça, ça nous permet déjà de savoir si on a juste besoin de setter et qu'on est déjà OK, nous, pour continuer à vendre et là-dessus, on y va pas à pas, ou si on a besoin vraiment plus d'une équipe qui est mieux constituée. Ça, c'est important parce que il faut pas aller trop vite dans la constitution d'une équipe sales. Parfois, on va avoir un recrutement, et je l'ai déjà vu, de 5 à 10 personnes, alors qu'il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc ça, c'est important d'avoir également un peu cet audit-là au début. Enfin, le troisième point sur la construction de son équipe, bah justement, c'est d'adapter la taille du pôle intelligemment. Donc en gros, quand on commence à déléguer, quand on voit qu'on a trop de leads, qu'on peut plus les gérer tout seul, etc., ça peut être intéressant de commencer par le recrutement d'un profil hybride et qui est assez autonome. Donc là-dessus, qui fait du setting et du closing, qui vient vous soulager au fur et à mesure. Par contre, si là, vous êtes sur un volume de leads croissant et que vous êtes vraiment sur un modèle, on va dire, de scaling, là-dessus, on vient commencer à structurer une équipe avec du setter, du closer et du sales manager. Le sales manager, soit on peut aller beaucoup plus loin et c'est quelque chose qui est déjà mis en place, on a des bons process et on vient intégrer un vrai sales manager, ou le sales manager, ça peut également être vous en tant que chef d'entreprise et qui avez une compréhension justement de tout le système de vente, qui vient aider, coacher et structurer l'équipe au quotidien. Comment ça va? Pas de questions là-dessus? Bah, si, moi j'aurais setter et closer. Setter, c'est celui qui fait du hunting et closer, Ok, c'est celui ouais. qui réussit à finaliser les deals. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, en gros, le setter, par exemple, c'est celui effectivement qui vient te positionner des appels, qui vient positionner des appels à un closer, etc. Qui vient chauffer une base de données pour participer, par exemple, à un webinaire, une keynote, etc. Enfin, c'est vraiment la personne qui a les premières interactions avec tes leads et qui vient aussi qualifier ces leads-là pour que ton closer, qui lui a vraiment les compétences d'aller vendre ton offre, puisse avoir des personnes qualifiées en face de lui et qui puisse bah voilà, closer l'offre. Ça va, c'est Ok. plus clair comme ça pour toi, Ouais, Naïk? c'est parfait. Ok, super. Ok, on poursuit. Donc maintenant, on arrive sur le troisième point, les trois piliers d'un pôle sales qui est performant. Donc là-dessus, c'est justement, bah, on y vient, les rôles et missions claires pour chacun et chacune du coup des rôles. Le setter, donc comme je le disais, c'est lui qui vient maximiser pardon, le taux de show-up, donc le nombre de personnes qui seront présentes, soit aux appels, soit aux webinaires ou aux différents rendez-vous où il y aura un call to action après. C'est lui qui va faire notamment aussi tout l'aspect de relance. Par exemple, quand vous faites un webinaire, vous pouvez mettre en place un canal sur WhatsApp, par exemple, et l'alimenter pendant 48 heures, 72 heures avec différents messages. Ça, c'est le setter qui peut le faire. Et le follow-up, bah, c'est le fait d'aller suivre les prospects, de leur renvoyer des messages pour les inciter à venir en appel, etc. Et après, la phase de nurturing, bah, c'est justement envoyer des messages généralistes sur une base de données et en fait leur donner envie de réserver un call, etc. OK? Donc ça, c'est pour le setter. Le closer, c'est lui qui augmente le taux de close, c'est lui qui fait le panier moyen, qui est sur le cycle de vente et le chiffre d'affaires closé. Donc lui, il vient vraiment pour faire des rendez-vous qui soient qualitatifs, faire un diagnostic en R1 et potentiellement un closing en R2.
Et le sales manager, lui, ses vrais rôles et missions, c'est le pilotage des KPI, donc la compréhension de ce qui se passe, mettre au point des stratégies sales pour corriger le tir ou augmenter bah voilà, le taux au niveau des KPI. Coaching collectif et particulier pour les sales, ça c'est vraiment ce qu'il fait. Et l'analyse des feedbacks. Quand je dis analyse et feedback, c'est par exemple, moi ce que je fais aussi au quotidien pour des membres ou également pour nous hein, dans Equity Family, c'est réécouter bah, les appels de mes sales et leur dire, bah là, regarde, ta structure, elle pourrait être mieux si tu fais de telle manière, comme ça, comme ça, comme ça. Ton objection, elle était déjà présente à tel moment. Et en gros, voilà, c'est vraiment les coacher et faire en sorte qu'ils s'améliorent au quotidien. Donc ça, c'est au niveau du sales manager. Maintenant, le deuxième pilier, c'est avoir un process clair et mesurable. Donc là-dessus, moi, je vous ai vraiment donné les 5 étapes d'un pipe standard. Là-dessus, on peut rajouter énormément de cases, mais là, c'est vraiment pour moi ce qui est essentiel et vraiment par expérience, si vous voulez pas trop vous casser la tête, surtout si vous commencez, on va dire, à mettre en place une équipe sales qui doit être performante, ça suffit. On a la case des leads entrants. On a donc cette case-là pour les setters. Les setters placent des appels pour les closers au niveau du R1. Le R1 sert, comme je le disais, de diagnostic. Ensuite, ceux qui ont respecté un certain nombre de critères que je citerai tout à l'heure passent en R2. Et le R2, pardon, il est là pour le closing. Après, on a les cases également de follow-up et de nurturing. Et ensuite, on a la case de closing client onboardé, où là, après, on passe plutôt sur un aspect de suivi client, etc. OK. Donc Et là, par exemple, ce oui. que tu appelles R1 et R2, c'est rendez-vous 1, rendez-vous 2? C'est ça, c'est ça. C'est comme en equity, tu vois, tu as le R1, c'est l'appel de découverte, et le R2, c'est plus là où tu viens mettre au point tu amènes une vraie stratégie pour bah, closer la personne. Ok. Donc là, pour le coup, chaque étape, elle doit avoir un objectif clair, plus des critères de passage. Là-dessus, il ne faut pas vous perdre, il faut vraiment que ce soit précis. Je vous donne un exemple. Par exemple, un R1 validé, c'est important que bah, la personne, on ait décelé qu'elle avait des besoins, donc des vrais besoins par rapport à notre offre, et que ça correspond à ce qu'on va pouvoir lui proposer, pas lui vendre du rêve, etc. Bien sûr, il faut qu'elle ait le budget adéquat pour venir avec nous. Et enfin, il faut que ce soit une personne qui soit décisionnaire. Parce que même par rapport à vous, aujourd'hui, parmi les membres qui sont présents aujourd'hui, on en a qui sont sur du secteur B2C, on en a qui sont sur du secteur B2B. Et par exemple, quand on est sur du B2B, il faut vraiment pouvoir parler à la personne qui est décisionnaire. Parce qu'on va parfois s'échiner et perdre notre temps sur le fait d'essayer de convaincre des personnes qui n'auront pas d'impact réel sur une décision. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a, par exemple, ces 3 critères-là qui sont validés, moi, c'est ce que je demande à chaque fois, là, on peut effectivement se dire, OK, je passe au R2 et je peux vraiment positionner un second rendez-vous. OK? Voilà un petit peu pour le process clair et mesurable. Et enfin, le troisième pilier, c'est une cadence de pilotage qui est maîtrisée. Donc là-dessus, moi, je parle vraiment sur la catégorie des sales managers et du ou de la chef d'entreprise qui va checker également l'avancée de son pôle. Donc là-dessus, on a par exemple, moi je le fais très très souvent, c'est le daily. Donc c'est un appel ou voilà une visio ou juste un message tous les jours, donc de 5 à 10 minutes. Vraiment, on peut s'envoyer juste un vocal WhatsApp pour voir un petit peu faire le point sur la journée ou faire un quick call. Et là-dessus, le but, c'est faire le suivi du pipe du jour. Donc, OK, tu as tel rendez-vous, est-ce que tu as besoin d'informations sur ci, sur ça, etc. Moi, je me rends vraiment à la dispo. L'alignement et des potentielles questions. Ça, c'est jour après jour. On a le weekly, donc ça, c'est chaque semaine. Et souvent, moi, je le fais le vendredi en fin de semaine ou le samedi selon les dispos. C'est 45 minutes à 1 heure, où là, c'est une analyse collective des calls ou d'un call en particulier. C'est un call de win ou un call de perte, donc de loss. Et là-dessus, on vient déterminer pourquoi c'est un call de win et ou pourquoi c'est un call de loss. Et ça, c'est important parce que du coup, ça donne pas mal d'axes d'amélioration à tout le monde. Et ça, c'est top si vous faites du coup des ateliers collectifs. Ensuite, bah, c'est pareil, on fait des ateliers à thème ou des RP, donc des roleplays. Par exemple, on incarne un certain type de client un peu relou ou voilà qui est un petit peu pushy, un peu rouge. Ça, souvent, on aime bien mettre ce genre de profil-là pour justement encore monter en compétence et avoir des vrais points sur lesquels travailler. Et ensuite, on a bah, forcément le monthly review. Donc ça, c'est 30 minutes à 45 minutes. Là, on fait la review de tous les KPI, taux de closing, taux de no-show, de follow-up, etc. Ça, je le fais vraiment one-one à chaque fois. Et là-dessus, bah, au moins, on a à chaque fois des critères, des axes et un plan d'amélioration pour le sales. Et ça, c'est hyper important. Et on va y venir tout à l'heure. Et je vous le dirai également dans l'aspect de la conclusion. En fait, il faut que votre équipe, ce soit comme une équipe.
de sport. Ça, je fais souvent le parallèle avec le sport de haut niveau et où, par rapport à mon passif en unité commando, en fait, chaque exercice qui est fait, chaque appel qui est fait, chaque semaine qui est passée, il y a un certain nombre d'appels et il y a toujours de quoi s'améliorer. Et il faut toujours qu'on soit dans un continuum où on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore pour qu'il n'y ait pas de taux de stagnation et que vos sales, finalement, ne s'ennuient pas, qu'ils n'aient pas l'impression de stagner. Si à un moment donné, ils atteignent un plafond de verre, bah là, on peut mettre au point justement d'autres stratégies pour encore aller faire plus de sales. Mais ça, bon, bah, on pourra y revenir plus tard parce que c'est particulier. On est quand même sur un pôle sales qui est déjà avancé. Ensuite, on arrive sur la quatrième partie, et ça, c'est les KPI vitaux à piloter. Il y en a plein des KPI, mais là, je vous ai cité vraiment les cinq qui sont pour moi vraiment importants et les principaux. On a le show rate. Le show rate, l'objectif, c'est qu'il soit à 70 ou 80%, et c'est le nombre, en gros, c'est le pourcentage des calls qui sont placés et qui viennent en appel de R1. OK? Et là-dessus, bah, ce que ça mesure, le taux de show rate, c'est la qualité de la chauffe et du suivi des prospects avant l'appel. OK? Ensuite, on a le close rate. Là-dessus, ça dépend beaucoup de vos offres, mais en moyenne, on est sur un objectif qui est entre 25 et 35% de close rate. Donc ça, c'est le taux de closing. Combien de personnes ont pris rendez-vous avec vous et sur le nombre de ces personnes-là, combien ont closé? Donc si je prends 10 personnes, bah, si je suis à 30%, il faut qu'il y en ait 3 qui soient closés. Simple. Là-dessus, on vient mesurer un petit peu la compétence et la posture du sales, justement. Mais par contre, pareil, là-dessus, petit disclaimer quand même, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos offres. Je pars par exemple sur une offre, je prends notre offre, par exemple, typiquement, exemple concret, Equity Mastermind qui est à 20 000 € en fait. On va pas forcément avoir un close rate qui sera à 35%. Parce qu'on est sur quelque chose qui est particulier. On est sur un domaine où c'est de l'equity, du scaling business, et où du coup le prix d'entrée est quand même assez élevé. Donc du coup là-dessus, il faut aussi avoir des KPI qui sont adaptés par rapport à votre business. Ça, c'est important dans le pilotage. Ensuite, on a les cycles de vente moyens. Donc là, on est en moyenne sur 7 à 21 jours, selon l'offre, encore une fois. Et ça mesure la rapidité de la prise de décision de vos prospects. Ensuite, on a le taux de relance et le taux de conversion. Ça dépend du nombre de leads que vous avez et de votre offre. Et là-dessus, ce que ça mesure, c'est l'efficacité du process de relance et du follow-up pour augmenter le taux de closing. Donc, par exemple, je vous donne un exemple sur, bah, vous voyez, on a 20% de personnes qui ne se présentent pas en rendez-vous. Bah, le but, c'est de les relancer, de les suivre, d'avoir un vrai bon système de suivi, de follow-up. Et peut-être que sur ces 20%-là, on va peut-être réussir à avoir 50%, donc une personne sur deux, qui vont reprendre un rendez-vous avec vous. Et là-dessus, peut-être que cette personne, vous arriverez à la closer. Donc ça augmente encore une fois votre panier moyen. Et enfin, on a le chiffre d'affaires closé au mois. Ça dépend de l'écosystème d'offres que vous avez. Si vous avez des offres en escalier, des offres uniques, etc. Et là-dessus, bah forcément, ça mesure la performance et la rentabilité de votre pôle. Maintenant, du coup, moi, je vous donne quand même des exemples avec des cas précis. Et c'est pareil, il y en a plein des cas, mais je vous en ai listé quatre pour que ce soit quand même un peu exhaustif. Donc là-dessus, ce qu'il faut, c'est comprendre les KPI et trouver des axes d'amélioration. Donc là, par exemple, le premier cas, c'est un taux de show rate qui est assez bas. Donc quand on est à moins de 70%, la conséquence, s'il y a toujours des conséquences, c'est trop de prospects qui ne se présentent pas aux appels. La raison, souvent, ça vient d'une mauvaise chauffe, d'un mauvais suivi et ou d'un call to action qui n'est pas assez engageant pour venir justement en R1. OK? Et là-dessus, les solutions possibles, vous en tant bah, que sales manager ou pour votre sales manager, c'est de mettre en place une séquence de relance message plus appel de confirmation. Nous, maintenant, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Quand on a des personnes qui réservent des appels avec nous, on leur renvoie toujours un message et ou un appel pour bien confirmer le rendez-vous et les engager à venir au rendez-vous. Et rien que ça augmente drastiquement votre taux de show-up. On peut mettre en place, in fine, un setter qui est dédié à la chauffe, qui fait que du setting, une personne qui est que sur ça. Et on peut mettre en place un call to action qui est plus engageant et où le prospect va vraiment voir la valeur qu'il lui aussi va pouvoir retirer du call. En mode, bah, c'est pas juste un appel de vente, on va que lui vendre quelque chose. Vous voyez du coup le principe? Ça, c'est pour le premier cas, le show rate qui est bas. Le deuxième cas, par exemple, ça peut être le taux de close rate qui est bas, moins de 15% sur votre offre. Les conséquences, bon, bah forcément, les prospects viennent en call, mais ils signent pas. Les raisons, bah,
souvent, c'est que bah, on a un R1 qui est pas assez efficace, pas assez personnalisé et où il n'y a pas forcément assez d'effets d'urgence. On creuse pas assez, on pose pas assez de questions. Donc là-dessus, les solutions possibles, c'est bah, que le sales manager ou que vous écoutiez au moins 3 calls semaine et que vous apportiez des axes d'amélioration à vos équipes. OK? Vraiment, par exemple, bah là, on a Ludovic qui nous a donné telle problématique. Il nous a cité ça, ça, ça. Pourquoi tu n'as pas creusé plus? Et nous, en sales, c'est ça vraiment qui est important, c'est creuser, creuser, creuser. On vient partir d'une objection qui est comme ça pour la réduire encore une fois à l'atome. Et c'est l'atome vraiment la raison de l'objection. Et on vient essayer de traiter cette objection-là pour ensuite amener sur un taux de closing. Quand on a compris ça et qu'on est bon là-dedans, ça augmente drastiquement le taux de vente. Les autres solutions possibles, c'est par exemple des feedbacks sur la posture, la questiologie, le diagnostic et le traitement et le pitch. Donc ça, c'est différents points dans le call qu'on peut aller améliorer. Et derrière, mettre en place un coaching en one-one et ou collectif sur les R1 et R2, voir finalement là où ça pêche le plus. Est-ce que c'est dans le diagnostic au niveau du R1? Est-ce que c'est dans vraiment l'engagement au niveau du R2 qu'on a le plus de friction et où c'est là qu'il faut apporter le plus de valeur? Et évidemment, avec différents types de prospects. On a des prospects avec qui on sera plus à l'aise que d'autres. Je pourrais revenir sur les différents cas et vous pourrez me poser des questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Le troisième cas, c'est un cycle de vente trop long, donc au-delà de 21 jours. La conséquence, bon, bah forcément, les deals traînent, les prospects décident pas, le cash est bloqué. La raison, bah, c'est un manque d'urgence et ou de cadrage. Et la solution possible, bah, déjà, c'est de renforcer la phase de cadrage du R2. Je vous donne un exemple simple, mais c'est, par exemple, on commence l'onboarding et on avance dès cette semaine. Ça paraît l'air de rien, mais j'ai tellement vu de sales qui n'arrivaient pas à vraiment engager la personne sur un aspect simple pour lui dire, bah, en fait, on commence maintenant, que du coup, c'est à chaque fois, OK, ouais, non, enfin, je vais réfléchir, etc. Il n'y a pas vraiment cette notion de je m'engage avec vous et du coup, je suis cohérent avec ce que j'ai dit juste avant. OK? S'il faut, ben, et selon la situation, il faut appuyer sur le coût de l'inaction. Donc, OK, par exemple, si tu ne nous rejoins pas maintenant, ben, voilà ce que ça risque de te coûter si tu restes dans cette situation tant de temps encore. Et ensuite, avoir un process de follow-up post-R2. Donc ça dépend post-R1 ou post-R2, à J+3, J+7, J+14, avec des calls, des mails et des WhatsApp. Là-dessus, on dépend, enfin, on choisit ce qui est le mieux pour nous. Dernier cas, on est sur un chiffre d'affaires closé par sales qui est en baisse. On est sur un bon chiffre, mais il est en baisse. La conséquence, bah, forcément, c'est une stagnation du CA, perte de motivation et désalignement. Les raisons, bah, c'est une potentielle mauvaise répartition des leads, une évolution des offres et une perte de focus et d'énergie. Là-dessus, il y a un point que je souligne beaucoup, c'est l'évolution des offres. Par exemple, on va avoir des personnes qui viennent me dire, bah, je comprends pas, ça fait longtemps que on a un chiffre d'affaires par mois qui est à 150 000 euros de chiffre d'affaires, et maintenant ça a baissé à 80 000. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bah, souvent, c'est un changement et une évolution d'offres, et où du coup, bah, les sales, ils n'arrivent plus à être aussi alignés qu'avant, ou à comprendre vraiment l'offre. Donc là-dessus, il y a des solutions. C'est soit redistribuer les leads selon les profils ou les forces. Euh, il y a des moments, par exemple, par exemple, un accompagnement comme, je sais pas, entrepreneurs.com avec Alec, et etc., pour pouvoir discuter avec pas mal de ces sales et de sales managers aussi, et de head off. En gros, ils ont des profils de sales pour différentes typologies de prospects. Des gens dans l'immobilier, des gens dans les formations en ligne, dans le digital, qui sont très corpo, les boulangers, les maçons, j'en passe et des meilleurs. Ils ont des sales qui sont vraiment focus sur ce genre de typologie. Bah là, par rapport à ce que vous faites, ça peut être une solution. Et ou donner bah, du coup plus de prospects à vos sales qui sont les plus forts. Si on est toujours dans une optique et moi j'ai souvent un peu cette façon un peu de manager, qui est on s'adapte pas par rapport aux plus faibles, mais c'est aux plus faibles de s'adapter par rapport aux plus forts et de se tirer vers le haut. Donc finalement, si en tant que sales, on veut avoir le plus de leads possible, il faut qu'on s'améliore et qu'on soit vraiment dans ce processus-là. Ensuite, on peut reconnecter l'équipe à la vision, à la valeur de l'offre. Ça, c'est pareil, c'est important, surtout si on a fait évoluer les offres. Et ensuite, on peut ajuster le système de commissionnement pour récompenser la performance. Par exemple, si on est sur un système de commissionnement à 10%, et qu'il n'y a pas d'évolution, on peut peut-être passer, je sais pas, au bout de 80 000 euros de chiffre d'affaires closé et encaissé par mois, à un système de commissionnement où chaque closing suivant peut être augmenté à 11%, 12%, avec une barre à 13%. Mais du coup, là-dessus, il y a une espèce de gamification et on veut se donner plus. Parce qu'en règle générale, un sales, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez compétiteur et qui veut toujours aller chercher
le top. Donc voilà quelques cas. Maintenant, c'est la conclusion. Euh, En gros, je reviens sur ces petits points. Le but, c'est vraiment que vous puissiez construire votre équipe autour de votre business. Je rappelle ça, c'est extrêmement important. On recrute selon votre offre, votre type de client et votre maturité. Quand je parle de maturité, c'est maturité business et maturité du pôle. On ne vient pas recruter une équipe trop importante si on n'a pas assez de leads à donner. OK? Ensuite, il faut avoir un process simple et clair pour commencer. On pourra mettre plus de points au fur et à mesure, mais d'abord, il faut qu'il soit simple et clair. Donc, cadre clair, étape précise, suivi des KPI et management qui est réfléchi. Comme je vous l'ai déjà dit, on pilote les chiffres. Donc, il faut bien comprendre les KPI afin de mettre en place des actions adaptées. Donc, voilà, des phases de correction ou des phases où on va améliorer un petit peu les process et ou coacher nos sales. Et enfin, ça, c'est ce que je disais au tout début, on vient créer une boucle d'amélioration continue. Donc, l'écoute des calls, les feedbacks et les coachings réguliers avec vos sales. Et là, normalement, avec ce document-là, vous avez déjà la base pour avoir, on va dire, une équipe sales qui est déjà bien constituée, des bonnes personnes aux bons endroits. Vous avez déjà les KPI à suivre au mieux et vous avez déjà des axes d'amélioration pour des équipes. Et moi, je voulais que ça vous serve si vous voulez mettre en place une équipe, comme je vous l'ai dit au début, mais pas que. Aujourd'hui, si vous êtes dans le programme, c'est aussi que, au final, vous avez toutes et tous envie de prendre des parts dans des entreprises. Et ça peut être des entreprises d'un secteur précis ou ça peut être des entreprises que vous allez prospecter via, avec Johan, avec le call mailing, etc., etc. Et parfois, quand vous faites des audits d'entreprise, quand vous faites les R1, justement, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit, moi, par exemple, ça fait 2 ans que je stagne à 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et là-dessus, que vous puissiez également avoir pas forcément l'expertise requise, mais en tout cas les notions requises pour dire, OK, mais est-ce que ça vient pas finalement de ton système sales, de tout ce qui est en place actuellement? Et là, le but, c'est que vous ayez, comme dit, quelques notions pour poser des questions qui soient efficaces. Et avec ça, vous avez des réponses qui sont obtenues. Et ensuite, quand on fait du coup une réunion ensemble, quand on débriefe de ce call, là, moi, je pourrais vous dire justement, et peut-être monter en call comme le fait Johnny, etc., pour être avec vous en call, poser des questions précises et faire comprendre à la personne que effectivement, vous avez la capacité de les aider à scaler. Et ensuite, on part sur quelque chose de plus précis avec ce qu'on fait d'habitude en equity. Mais ça, en gros, les pôles sales, ça peut autant vous servir à vous que pour les boîtes dans lesquelles vous allez prendre des parts. OK? Voilà. Comme je vous l'ai dit, là, le but, c'est vraiment que on passe sur autre chose que le recrutement. J'ai déjà fait 2 ateliers dessus. Maintenant, on passe un peu plus sur la partie sales. Ça sert à introniser tout ça. C'est vraiment la base. Et je pense que les prochains ateliers avec moi seront plus précis sur différents points. Je vous ferai venir également. Je pense que je vais co-animer des ateliers avec d'autres sales, des head of sales, certains qui sont dans différents secteurs pour que vous ayez à chaque fois un maximum de valeur et que vous puissiez nous poser des questions à chaque fois. Donc voilà. Si vous avez des questions, maintenant on peut commencer sur ça. Je pourrais y répondre et ça va peut-être un petit peu animer aussi d'autres questions et soulever des questions pour d'autres personnes. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, hein. Yes, Chris. Je me lance. Bonjour à tous, Vas-y. rebonjour à tous. Là donc, ce que tu expliquais, donc, c'est pour basculer, pour créer son équipe. Comment on fait le lien? Parce que bon, aujourd'hui, j'imagine, comme tu disais, on est tous entrepreneurs, etc. J'imagine que beaucoup de personnes, au final, font déjà les appels ou autres. Comment on peut passer sur cet axe d'amélioration, déjà, nous, à notre niveau, et ensuite, pour après basculer sur l'équipe, comme tu expliquais? Ok. Donc, si je comprends bien, en gros, ta question, c'est plus comment toi, tu peux déjà t'améliorer si tu fais toi tes appels avec ça, c'est ça? Oui, parce qu'au final, comme tu l'expliquais, il va falloir expliquer notre offre, etc. Mais j'imagine que c'est intéressant déjà de s'améliorer nous-mêmes pour pouvoir après expliquer ça fonctionne, etc. Même si après on peut avoir du feedback. Yes. Ok. Alors, pour le coup, là, tu soulèves un truc qui est assez intéressant aussi. Euh, Parfois, on peut avoir des entrepreneurs ou entrepreneuses qui aiment pas forcément vendre, mais c'est important que vous puissiez le faire, vous, en tout cas au tout début, quand vous avez vos offres, parce que, en fait, les premiers instigateurs, ça va être vous, c'est vous qui allez pouvoir mettre au point votre équipe, et il faut que vous sachiez déjà ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas avec vos prospects. Maintenant, donc ça, c'est dit. Comment tu peux t'améliorer au quotidien? Déjà, c'est en analysant tes KPI.
tu comprends, par exemple, au bout d'un mois, au bout de une keynote, deux keynotes, qu'il y a des choses qui sont assez régulières. Par exemple, le taux de show-up. On commence par ça, nombre de personnes qui finalement, après une VSL, typiquement de ce sur quoi vous travaillez avec Fabrizi, finalement, bah, avec une VSL, il y a 100 personnes qui regardent la VSL, on en a 30 qui réservent des appels. Sur les 30, bah, peut-être que tu en auras 25 qui se présenteront en call. Et là-dessus, c'est essayer de comprendre pourquoi tu as les 5 personnes qui viennent pas, essayer d'améliorer ça. Tu vois. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, tu as, par exemple, le cycle de vente, etc. En fait, c'est vraiment, en fait, tu utilises une certaine période donnée pour VSL, c'est en gros une vidéo qui te permet de présenter ton offre, etc. Nike. Euh, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, sur une période donnée et avec des récurrences, là, tu peux dire, OK, bah maintenant je stagne sur ça, ou alors je régresse sur ça. Et donc, Mhm. du coup, quelles sont les données qui vont me permettre de comprendre ça et ce qui va me permettre du coup de mettre des axes d'amélioration. C'est pour ça que là, quand je vous ai donné des KPI avec ce que ça signifiait euh, et comment améliorer ça, bah ça, vous pouvez le faire déjà pour vous-même. Et D'accord. Donc, c'est aussi pour ça que, bah, que je suis là et qu'on est là avec les gars. C'est que, bah, par exemple, là, je sais que vous allez commencer ça, vous allez commencer à vendre. Bah, c'est justement d'avoir même moi des retours de tes calls et te dire, OK, bah là, c'est intéressant. Un peu comme un sales manager, et- bah, tu pourrais t'améliorer sur ça, 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 ça. C'est tout l'intérêt aussi d'être accompagné. Donc, voilà. Et après, ben, le fait, comme dit, que tu aies testé de vendre ton offre et que tu aies réussi à le faire, bah là ensuite, et que vous avez suffisamment d'appels, vous pourrez le déléguer et le déléguer intelligemment. Et là-dessus, bon, bah, évidemment, tu mets au point, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Et c'est justement, il y aura un vrai atelier là-dessus, c'est mettre au point aussi un playbook commercial ouais. pour vos sales. Parce que quand ils vont faire l'onboarding, il faut qu'ils puissent monter en compétences, déjà tout seuls, et après que vous puissiez avoir des interactions avec eux, mais que ça soit le plus fluide possible, que ça vous prenne pas 3 heures par jour à les former sur une semaine. Mais une fois que tu as tout ça, là, tu peux commencer à mettre en place une équipe. Ça répond un D'accord. peu à ta question? Ça répond, et de ce que je comprends, au final, on peut reprendre les points que tu as donnés en termes de déjà améliorer le taux de show-up, etc. En fait, reprendre chaque point, améliorer ce premier point, show-up, ensuite closing, ainsi de suite, et en avançant en fait là-dessus. Et avec votre aide, évidemment, pour monter Ouais, sur c'est des ça. calls, par exemple, ou revoir. C'est ça. Et puis après, tu pourras aussi avoir d'autres KPI qui vont pouvoir suivre par Mm. rapport à ton offre, qui pourront être un peu plus particuliers. Mais en commençant déjà avec ces 5 KPI-là, ça va déjà pas mal te servir à déjà avoir une base et sur ça, construire le reste. Et là-dessus, oui, on pourra bosser ensemble sans problème. Super, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. J'ai mis Yo, Maggie Entrepreneuse Academy, mais du coup, bien évidemment, c'est pas Maggie, c'est Mélissa, du coup, qui fait partie de son équipe. j'ai Et compris, ouais. ça fait plusieurs fois qu'on participe à plusieurs des réunions et c'est très intéressant. J'avais quelques petites questions. Nous, actuellement, on a une équipe de setters-closers. Et en Ouais. fait, les personnes font à la fois le setting et à la fois le closing. On distingue pas les deux. Et moi, ma question, c'était, enfin, à partir de quel moment on sait qu'il faut distinguer, justement, parce on commençait à se poser la question, est-ce qu'il fallait pas qu'on distingue les deux? Nous, la raison pour laquelle on préfère mélanger, on va dire, les deux, c'est tout simplement parce que bah, une personne, elle prend le lead du début jusqu'à la fin. Et nous, vu qu'on vise les femmes, on se disait que les femmes étaient quand même, enfin, elles ont besoin de beaucoup de réassurance, de mise en confiance, etc. Et on trouvait que cette méthode-là était quand même plus appropriée. Mais est-ce que il y a un moment donné où il faut quand même qu'on se dise, faut diviser en deux équipes bien distinctes pour justement être plus performant? Yes, très bonne question. Alors, du coup, là-dessus, quand je parle par exemple, d'un process de follow-up, là-dessus, c'est pas que le setter qui va le faire. Un closer, moi, j'aime bien parler de sales parce qu'on est un peu sur tous les secteurs, Oui. mais vraiment un closer en tant que tel, il va aussi avoir son follow-up. Attention. Moi, ce que je distingue, c'est par exemple, il me semble que avec Maggie, vous faites des webinaires. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment vous faites pour augmenter le nombre de personnes qui viennent au webinaire et qui a un plus gros taux de show-up? Bah, principalement le relance mail, groupe Mhm. animation du groupe WhatsApp sur une semaine. Ouais, ok, Et c'est nos deux, on va dire, nos deux actions majoritaires. ok. Bah, là-dessus, tu vois, par exemple, je pourrais te rajouter une action supplémentaire. Ce que nous, on fait aujourd'hui avec Equity Mastermind, c'est, par exemple, on a
une liste de 400 inscrits pour le webinaire. Sur ces 400 personnes-là qui sont inscrites, on va avoir par exemple Yann, qui est notre setter, qui va appeler oula, pardon, qui va appeler le lundi et le mardi, pardon, tous nos prospects, enfin tous nos prospects, pour confirmer qu'ils viennent bien au webinaire, pour augmenter ce taux-là. Je sais pas, aujourd'hui, vous êtes à combien de taux de show-up enfin, de taux de présence sur les webinaires? Un bon taux pour nous, on est entre 35-40. Ok, donc à peu près comme nous finalement. Mais tu vois, par Ok. exemple, à un moment donné, on stagnait beaucoup à 30. Et Ouais. le fait d'avoir intégré Yann dans le processus, on est passé de 30 à quasiment 40. Et maintenant, on Ok. vient plus chercher la marge de 40 à 45. Comme ça, et on voit un vrai processus en plus. Donc finalement, Yann, on l'utilise, en gros, enfin, on l'utilise, il fait son travail sur le lundi, mardi pour la chauffe de la keynote. Et après, donc nous, c'est le mardi à 18 h en live. On va avoir le mercredi, jeudi, vendredi. Il va rappeler toute la base de données des personnes qui se sont inscrites à la keynote, mais qui n'ont soit pas participé à la keynote, ou qui n'ont pas pris les calls. OK? Et là, du coup, lui, il s'occupe de contacter ces personnes-là. Quand il en a au téléphone, il essaie de comprendre si elles sont pas venues, pourquoi? Est-ce que juste elles ont eu un empêchement, machin, etc. Si c'est le cas et qu'elles sont intéressées de base par le système de prendre des parts dans des entreprises qui ont de l'expertise, il peut leur proposer directement de prendre un appel. Donc, ça nous fait un appel en plus de R1. Par contre, il leur envoie le replay. Il leur dit, par contre, c'est extrêmement important que tu vois le replay avant de venir à l'appel, parce que sinon, ça ne servira à rien, on va perdre notre temps. Donc, finalement, là-dessus, je te donne un exemple. À la fin je sais pas, par exemple, si on a 200 inscrits, attends, je vais te donner l'exemple d'hier soir. Hier soir, en tout et pour tout, on a 100 personnes qui sont venues en appel, enfin, dans le webinaire. Sur ces 100 personnes-là, on a eu 32 calls de réservés. Sur ces Ok. 32 calls-là, ça, c'est en direct. Ok, c'est par rapport à la keynote, en live, etc. Yann, sur chaque période de 2 semaines, il arrive à nous repositionner entre 20 et 25 calls qualifiés. Donc finalement, tu as quasiment autant d'appels qui sont retransmis par rapport au setting grâce à Yann que directement en live. Donc ça, c'est hyper important. Et là-dessus, le setter, il a toute sa place. Il vient faire toute la relance de follow-up, la qualification, il vient appeler la base de données, etc., etc. Et ensuite, une fois que c'est transféré à certains de nos sales, on utilise Round Robin pour le dispatcher sur Calendly. C'est eux finalement qui se chargent de retéléphoner aux 10 prospects, de bien lui dire participe bien à l'appel, c'est important, je prends mon temps, etc. Et après, sur toute la phase R1, R2 et potentiellement R3 et tout le cycle de vente, finalement, c'est lui qui est en contact avec eux, qui envoie du follow-up, etc., etc. Ça répond un peu à ta question par rapport à ça? Ouais, Tu ouais, vois, carrément. tu vois l'intérêt? Ouais, ouais, oui, avec les chiffres, en plus, c'est plus concret, donc ça parle Mm. bien. Juste, j'ai une petite question. Du coup, cette personne-là, Yann, qui s'occupe le lundi et le mardi de recontacter les inscrits, Ouais. en termes de volume, ça représente combien d'inscriptions à peu près à recontacter, que je me rende compte sur une personne? Ouais. Ça fait quand même un peu de boulot. Ouais, Euh, En gros, si je te donne le nombre d'appels qu'il fait par jour, sur 3 jours, en gros, du mercredi au ouais, vendredi, pour qu'il épuise cette base-là, ça fait à peu près un taux à 150 appels jour. Euh, ok, voilà. Sur ces 150 appels-là, les personnes, il y en a une majorité évidemment qui ne répondent pas. On a à peu près 10%, 10-15% qui répondent. Et sur 10-15% qui répondent, on a à peu près, si on arrive à avoir la moitié ouais, et la moitié c'est beaucoup, mais si on arrive à avoir la moitié qui réserve des calls, c'est déjà très bien. Par contre, sur ces personnes-là, il arrive quand même à envoyer le replay, elle regarde le replay et là-dessus, il fait le follow-up. Et derrière, la seconde semaine, donc en gros du lundi au vendredi, puisqu'on fait des keynotes toutes les 2 semaines, nous, sur une certaine période de temps en temps, et ben finalement là-dessus, ça lui permet de recontacter ces personnes-là et de remettre encore des calls sur la seconde semaine. Et donc finalement, pour moi, c'est quand même intéressant de séparer les deux parce que t'es pas obligé d'avoir énormément de setters. Par contre, ça qualifie quand même plus de personnes. Donc, du coup, tu augmentes finalement ton taux de closing à la fin du mois. Et derrière, tes closers, eux, ils sont vraiment sur la partie, OK,
je sais que mon rôle à moi maintenant, c'est uniquement d'avoir des personnes qui sont qualifiées. Et ces personnes-là, je viens creuser au maximum et j'essaye de, pas les inciter, mais de les inciter si c'est vraiment la meilleure option pour eux de nous rejoindre. Et donc, du coup, ils sont vraiment que sur cette partie-là. Et la partie en amont, c'est une ou deux personnes qui s'en occupent. Ok. Et la partie en amont, du coup, tu disais que tu faisais des webis le mardi. Du coup, le lundi et mardi, qui est destiné quand même 2 jours à chauffer justement les personnes à venir au webis. Ouais. En termes de volume, il y en a combien à peu près sur ces 2 jours-là? Si ça rejoint. Là-dessus, c'est costaud. C'est costaud parce que ça Ouais, te fait à peu près, si on prend nos chiffres à nous, et là, on n'est que sur une personne. On pourrait diviser en deux, ouais. mais Yann, ça lui va en tout cas. Ça fait à peu près entre 200 230 appels par jour. Ok, d'accord. Ouais, donc Mais vu que c'est. c'est Oui. de la chauffe, s'il ne les a pas au téléphone, il envoie simplement un message WhatsApp en mode bah voilà, hello, hello Naïk, par exemple. Juste, je te rappelle qu'on a bien notre keynote demain, je voulais juste savoir si tu viendras. Et par rapport au message, là, je vous donne full tips hein, par rapport au setting. Il y a beaucoup plus de réponses. Les personnes, juste elles voient un message, elles savent Ouais. ce que c'est, elles disent, ah oui, oui, t'inquiète pas, je serai présent. Et du coup, au moins, Ok. ça les engage un peu plus. Et tu sais quoi? C'est Versus le intéressant toutes les téléphone, hein. questions. Versus Comment? le téléphone, excuse-moi, le message. Tu dis, il y a plus de réponses. Euh, ouais, Versus l'appel. quand quand on envoie des messages, on préfère maintenant nous utiliser aussi WhatsApp. Parce qu'en fait, on communique sur notre groupe, on alimente énormément la base de données, bah, c'est sur WhatsApp. Et après, pour communiquer, enfin, on trouve qu'il y a un meilleur taux d'engagement. On a pu voir la différence avec les SMS classiques sur WhatsApp que le reste. Donc lui, il double. C'est appel. Si tu ne décroches pas, plutôt que de laisser simplement un message vocal, tu envoies un message puisque c'est plus simple pour répondre là-dessus. Et du coup, là, pour Entrepreneuse Academy, n'hésite pas à réserver aussi un call avec moi. Tu sais que vous pouvez le faire. Et on peut faire, enfin, moi, je peux t'aider à faire un audit, en tout cas, pour voir à quel point ça peut être cohérent pour vous bah, d'intégrer une équipe un peu plus grande Ouais. et voir un peu quelques améliorations. C'est intéressant. Ok. Bon, bah, carrément. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Oui, le reste. Dis-moi, Nike, allez, t'as pas encore pris la parole. Je t'entends pas. Chris avait levé la main avant. Ouais, mais C'est honneur aux femmes. C'est OK pour toi, En Chris? fait, c'est Vas-y. une question qui est en relation avec ce que disait. C'est pas Maggie, c'était Emeline, je me rappelle plus du prénom, excuse-moi. Mélissa. Mélissa, Mélissa. pardon. Je voulais savoir, et merci Nike, je voulais savoir, donc là on parlait dans le cadre d'un webinaire, dans le cas d'une Oui. VSL, donc juste pour tout le monde, l'idée c'est qu'on fait de la publicité sur Facebook, qu'on voit les personnes sur une landing page ou opting page, dans l'idée qu'ils viennent appuyer sur un bouton et réserver un appel. Est-ce que du coup j'imagine c'est assez similaire, mais est-ce qu'il y a des différences par rapport à du webinaire, d'un point de vue sales évidemment? Parce qu'au final derrière c'est un call, et tu faisais un Oui, call un Ou- R1 ou- pour Oui, diagnostiquer. alors c'est un peu différent. Si je te reprends dans l'ordre, par exemple, pour une VSL, on sera sur un système qui diffère un petit peu. Mais c'est quand même intéressant, par exemple, à ce moment-là, d'avoir du setting. Je dis pas Hmm. forcément d'avoir un setter dédié, mais pour vous, en tout cas, dans un premier temps, c'est de faire du setting parce que en gros, vous allez avoir des personnes qui cliquent sur la VSL. La VSL, ils peuvent l'avoir en direct. Le webinaire, tu vois, ça se passe plus loin. Donc nous, on doit avoir une chauffe pour que les personnes soient présentes en live. Pour la VSL, c'est plus, par exemple, d'avoir, par exemple, ah, punaise, j'ai plus le terme. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir des données qui te disent, bah, par exemple, il a commencé ou elle a commencé la VSL et ils sont restés, je sais pas moi, 2 minutes Hmm. à ces personnes-là, ou alors qui ont cliqué et qui ont mis leurs informations pour la VSL, mais qui n'ont pas encore regardé la VSL. Ces informations-là, vous allez les avoir. Parce que bah, quand vous allez mettre la VSL en place, Johan va vous donner justement tous les points à mettre en place pour avoir ces données-là. Et vous, bah, du coup, une personne qui n'a pas encore regardé la VSL, au bout de un jour, par exemple, vous pouvez lui envoyer un message ou la rappeler. Ok. Hello, c'est Chris et Fabrizzi de BFZ Academy. Est-ce que tu as pu voir la VSL? Est-ce que ça t'a intéressé? Ah non, j'ai complètement zappé. Ok, bah du coup, je te renvoie le lien si tu veux. Non, non, non. Comme ça les engage plus. Ou une personne qui a regardé la VSL mais qui n'a pas pris l'appel, bah c'est pareil on la rappelle, Hmm. on voit pourquoi elle n'a pas pris l'appel. Et là-dessus, tu peux un peu plus te convertir. Et dans un premier temps, vu que ce sera toi principalement et aussi Fabrizi,
le fait de vous avoir au téléphone, et en plus que c'est vous qui faites la VSL, on vous voit vous, c'est vos images, en fait, au début, ce sera hyper puissant parce que les personnes vous font vraiment confiance. Tu sais, il y a Ouais. cet aspect de proximité. Après, quand ce sera d'autres personnes qui seront vraiment dédiées à ça, bah, du coup, ce sera possible aussi. Ok. Et ce sera juste un commissionnement différent. Ça, je pourrais en parler aussi par rapport au commissionnement, setting, closing, etc. Super. Merci. Yes. Merci, Naïk. Bon, je t'en prie. Moi, c'était par rapport au follow-up des activités d'Yann. Quand il passe 200 appels, vous avez une base de données. C'est quoi la base de données? C'est un truc que vous avez développé pour vous-même, que vous utilisez genre Salesforce ou c'est quoi? Hmm. Ok. Alors, tu peux utiliser, oui, ce qu'on appelle du coup effectivement un CRM. Donc, le CRM, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Salesforce, mais tu en as des beaucoup plus simples pour beaucoup moins cher. Et nous, par exemple, on utilise Close.io. C'est relativement simple et tu as tout ce qu'il faut dessus pour appeler un certain nombre de personnes. Maintenant, pour le setting de chauffe, nous, c'est pas ce qu'on fait. En fait, on utilise Airtable. Il y a des automatisations qui sont mises en place. Là, c'est pareil, je vous donne l'info comme ça, mais Johan aussi peut vous expliquer et vous accompagner point par point pour que vous mettiez en place ces automatisations-là. Bref, et du coup, toutes les personnes qui s'inscrivent pour le webinaire tombent sur ce fichier-là. Hmm. Ce fichier-là, moi, je l'extrais. C'est un fichier CSV. Et en fait, je l'envoie à Yann. Et Yann, nous, on lui paye un numéro on-off. Comme ça, il n'y a pas d'excès comment dire, d'abonnement, etc. s'il appelle des pays qui sont en dehors de la France. Et bah, du coup, il traite tous ces appels-là au fur et à mesure. Euh, voilà. Mais ça, tu peux le faire autant sur un CRM. Si vraiment bah voilà, tu veux utiliser tous un CRM et que ce soit précis, il y aura des pipes, du coup, un pipe de chauffe, un pipe de setting post-keynote, un pipe pour setter et après closer. Et comme ça te fait vraiment quelque chose d'assez structuré. Mais ça dépend beaucoup de ce que toi, tu veux mettre en place. Mais au début, honnêtement, tu n'es même pas obligé de prendre un CRM. Tu peux En déjà fait, utiliser des outils j'en ai déjà gratuits. un, mais Un CRM, ouais, mais il permet pas de faire le suivi dont tu parlais. C'est pour ça que je te posais la question. Mais pour l'instant, ça va me suffire, hein, de toute façon, c'est clair. c'est-à-dire enfin, pourquoi il ne te permet pas de faire un suivi? Bah, il me permet de faire un suivi, mais pas aussi automatisé que ça. Ok. Tu vois, c'est Mais pareil, quand vous utilisez WhatsApp, c'est vachement chronophage de rentrer des numéros de téléphone, machin, etc. ok, bah tu sais quoi, on pourra, pareil, reprendre un call aussi ensemble pour que je puisse voir le CRM en question et voir ce qu'il est possible de faire avec. Parce que tu vois, par exemple, avec le nôtre, euh, en gros, tu cliques sur le profil de la personne, sur le profil du prospect. Tu peux soit l'appeler directement via le CRM et avec le numéro 9, soit envoyer un mail, envoyer un message. Et sur le message, tu as la possibilité de lui envoyer soit un SMS, soit directement sur WhatsApp. Et du coup, en fait, tu D'accord. n'as pas cette notion où tu rentres effectivement le numéro dans WhatsApp, etc., etc. Tu vois. Et en plus, c'est la personne comme elle s'est inscrite au webinaire, qui a rentré toutes ces informations, Oui, numéro de téléphone, mail, etc. exact, Ok. exactement, Ce que moi, j'ai pas, ça, exactement. par contre. Ouais. Bah ça, c'est assez intéressant pour le coup de l'avoir. Bah oui. Enfin, pour l'instant, ça me va, mais ok. Bon, mais merci, Yes. ça répond à ma question. Et en fait, il faut surtout voir ça avec Johan au début. Exactement, exactement. Pour tout l'aspect vraiment acquisition, on va dire automatisation, c'est vraiment avec Joe. Et après, pour la partie plus conversion, ce sera avec moi. Hmm. Ça, c'est clair pour toi, du coup, Nike? Parfait. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Oui, si personne a d'autres Yes. questions, je veux bien. Je me posais des questions sur la partie rémunération du setting. Parce que nous, alors, comme je disais, on a une équipe qui fait les deux, setting closing, et bah, on sent qu'elle préfère largement la partie closing. Ah oui. Et on a du mal à les motiver justement pour la partie setting, bien qu'on ait mis des bonus en place justement pour des bonus financiers pour cette partie-là. Mais du coup, si on part sur l'objectif de recruter uniquement une personne juste pour la partie setting, ce dont on parlait il y a quelques minutes, Oui. c'est du coup cette rémunération, comment on peut l'articuler, comment, enfin, est-ce qu'il y a une bonne pratique, je sais pas. Oui, ouais, c'est intéressant. Pour le coup, par exemple, moi, je sais que je me suis cassé les dents sur. Enfin, c'était compliqué d'avoir ça, surtout par exemple sur
un aspect de chauffe. Salut Stéphane, bonne journée aussi. Euh, Par exemple, sur la chauffe, ce que moi je mets en place avec Yann, d'ailleurs hier il a débloqué sa rémunération, on était content, c'est des paliers. Par exemple, le palier de Yann, c'est 35% de taux de présent à la keynote, c'est un palier de rémunération. 40% un autre palier, Ok. 45% un autre palier, et 50%, si tu atteins 50%, là tu as vraiment une rémunération qui est fort importante. Parce que du coup, lui au moins il est engagé vraiment sur le fait d'appeler les personnes pour les chauffer, même si derrière, il place pas d'appel là-dessus. Au moins, il a cette gamification-là. Il faut vraiment partir du principe, hein, de toute façon, déjà en plus dans le sales, je sais pas quelle est ta place là-dedans, Mélissa, si tu es head of, sales managers ou quoi. Je touche un peu à tout dans l'entreprise, donc j'ai, on va Mhm. dire, une vision globale, mais je suis pas à 100% dessus. C'est pas moi qui suis à 100% dessus. Ok, La ok. personne n'est pas là, c'est pour ça que je suis présente ici pour lui faire un petit retour. Ok, ok, ça roule. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant euh, à ce niveau-là, c'est donc oui, cet aspect de vraiment de gamification pour avoir de la rétention également avec les sales. Parce que des sales qui n'ont pas assez de rémunération et qui sont pas assez challengés là-dessus, ils s'en vont en fait au Ouais. bout d'un moment et il y a un gros taux de turnover. Et ça, c'est normal, c'est dans ce secteur-là, c'est obligé, mais on peut réduire ce taux de turn. Du coup, une rémunération attractive par rapport au fait de faire de la chauffe, c'est bien. Ça permet d'avoir une bonne émulation. Et derrière, pour le setting, une personne, donc par exemple, quand Yann place un rendez-vous, moi, il y a deux manières qu'il puisse être rémunéré. Si sur une keynote, donc sur un espace de 2 semaines, il arrive à placer au moins, enfin, le panier de rémunération, c'est 20 calls, mais 20 calls quali et 20 calls où il y a un taux de show-up de 20%, de 20%, de 100%. Donc, on a vraiment 20 personnes qui sont venues en call. Il débloque un autre palier de rémunération, malgré le fait que derrière, il n'y ait pas eu les closers qui aient closé. Parce que lui, Ouais. si les personnes sont quali, qu'elles viennent en appel, qu'il passe sa journée à faire des calls, ça, c'est très personnel, c'est ma manière de gérer et de manager et de voir les choses. Mais pour moi, il doit quand même être rémunéré pour le travail qu'il aura fait. Euh, et c'est normal. Mais bref, En c'est fait, moi qui vois les bien choses comme sûr, ça. Il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà, je te le dis quand même. Par contre, derrière, si on a non, un closer qui transforme une des personnes qu'il a placées en appel, là-dessus, lui, il a une rémunération. Oui. Et Ouais, donc ouais. ça, Ok. ça dépend de vos offres, ça dépend du prix de vos offres, et c'est plus ou moins élevé. Plus vos offres sont chères, plus la rémunération peut être, entre guillemets, basse au niveau du pourcentage. Ouais. Mais en règle générale, on va dire que pour des offres à plus de 10 000 euros, et ouais, 10 000 et au-delà, on va être sur une rémunération entre 2 et 3% du closing. Et sur des offres moins importantes, donc en dessous de 10 000, on est plus aux alentours des 5% pour un setter. Et les Ok. closers, c'est en règle générale toujours du 10%, parce Ouais. qu'il y a quand même Ok. beaucoup d'engagement. Ok. Merci. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ludovic, Florette, etc. Ou est-ce que c'était clair pour vous? Non, pour moi, c'était très clair. Ok. Salut. Hello, Florette. Ouais, c'était très intéressant. Moi, j'en suis pas encore là, mais Oui. je m'instruis et puis je sais que au moins je pourrai revenir sur cette vidéo quand ce sera le sujet du moment. Ouais, complètement. Sympa le bureau, au fait, hein. Merci. Yes, super. Et Guillaume, est-ce que c'était bon pour toi? Est-ce que tu avais des questions aussi? Ok, pas de souci. Bon, bah écoutez, les amis, si vous, en tout cas, vous avez d'autres questions ou que vous voulez approfondir le sujet du sales de quelque manière que ce soit, vous pouvez prendre un call avec moi, ce sera avec plaisir. Et de toute façon, bah là, je pense que avec Chris, on va venir rapidement là-dessus. Yes. Naïk aussi, pour Entrepreneuse Academy également. Et après, bon, bah, Florette, on continue de se suivre également là-dessus. Et Ludo, bah écoute, si tu as des points à un moment donné, ce sera avec plaisir aussi. Pareil pour Ouais, on va y Guillaume. venir. On va y venir. Ok, trop bien, super. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il est l'heure de manger, donc voilà. Pas encore. Moi, j'ai Merci faim. J'ai Florian. un call. Yes, Merci, Merci. Florian. avec Bonne plaisir. journée.
Merci, Passez tous une bonne bonne journée. journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Bye. Ciao, Bye. merci.